Un personnage nous quittait un 21 mars, il y a un quart de siècle, en 99, après une longue vie au cœur des passions françaises et des tourments du XXe siècle. L'écrivain, philosophe, académicien, Jean Guiton était un esprit qui comptait dans l'univers intellectuel engagé proche de l'Église. Il n'avait pas d'enfant, mais ses neveux n'entendent pas laisser sa mémoire et son œuvre livrée à l'ignorance des jeunes générations. Et Dieu sait s'il y a du travail à faire sur ce terrain-là. Il va transmettre ce que Jean Guiton a légué, d'où ce portrait qui mêle prière et pensée. Et c'est Jean-Paul Guiton, qui donc a aussi repris la maison familiale dans la Creuse si chère à Jean Guiton, et dont il va aussi nous parler. Bonjour Jean-Paul Guiton. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation. Circonstance pour un portrait familial de Jean Guiton. C'est vous qui avez réuni les archives familiales. Vous avez ouvert les placards un petit peu, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai trouvé dans la maison que j'ai reprise un certain nombre d'archives qui étaient destinées probablement à la poubelle d'ailleurs, et que j'ai sauvées, et dans lequel j'ai trouvé des choses intéressantes. C'est pour ça que j'ai voulu en faire état dans ce livre. Alors vous-même, vous êtes polytechnicien, vous avez fait une carrière dans l'armement. J'ai fait une carrière d'ingénieur de l'armement. Voilà, oui. Donc rien à voir en fait avec le parcours de votre oncle. Oui. Comment placez-vous justement ce contraste? Comment est-ce que vous l'interprétez? Vous savez, dans les familles, il y a quelquefois des successions dans les professions. Et puis dans certains cas, dans mon cas, il n'y a pas de continuité. Il se trouve que mon oncle était universitaire, professeur de philo. Mon père, son unique frère, Henri, était professeur d'économie. Qui lui-même était connu, hein? Oui, qui lui-même a été assez connu, a été à l'Académie des sciences morales et politiques. Et ils étaient très liés, très très liés. Et dans mes frères et sœurs, nous étions 6. Je suis le dernier à subsister. J'ai un frère quand même qui était professeur de littérature. Voilà, mais moi j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait une carrière d'ingénieur, comme ça. Alors si vous écrivez, c'est qu'il y a aussi une histoire qui a marqué le parcours de Jean Guiton, dont il a souffert beaucoup, c'est celle de l'occupation de Vichy qui a pesé. Oui, Jean Guiton est moins connu aujourd'hui, les jeunes générations sûrement l'ignorent, pour la plupart, mais pour le connaître, on peut chercher éventuellement dans un dictionnaire, on verra Jean Guiton, 1901-1999, philosophe, académicien. Et si on a de la chance, on verra qu'il était aussi peintre. Il souhaitait lui-même que dans les dictionnaires futurs, on dit Jean Guiton, peintre du XXe siècle, a aussi écrit des ouvrages de philosophie. Mais enfin, ça, c'est un petit peu une plaisanterie. Il aimait bien. Donc, dans son parcours, il y a eu effectivement des passages un peu difficiles. C'est les épreuves de la vie, et en particulier l'épreuve qu'il a connue, lui, à mi-vie, et au milieu de ce siècle, la période 40-45, qu'il a passé, en fait, en off-flag, 5 ans en Allemagne. Cependant, alors il est fidèle au maréchal Pétain, mais comme toute la France l'était en 1940, il faut bien se rappeler ça. Les jeunes générations ont tendance peut-être à l'oublier. Il y a eu un basculement. Et lui, il est resté fidèle parce qu'il n'avait pas les mêmes informations, il ne suivait pas l'actualité, donc il est resté fidèle jusqu'au bout au maréchal Pétain. Évidemment, ce qui s'est passé en 1946, c'est qu'on lui est tombé dessus, en l'accusant, en prenant 2 phrases dans un livre, on l'a accusé d'être collaborationniste, enfin d'avoir... Et il a été condamné non pas dans un tribunal pénal, mais dans une cour administrative. Il y avait des commissions d'épuration. Il a été renvoyé, chassé de l'enseignement supérieur pour les quelques propos qu'il avait pu tenir. Alors il a pu récupérer... c'est le fait que l'un de ses livres a été préfacé par le maréchal Pétain? Non, même pas. Fondement de la communauté française. Fondement de la communauté française, qui a été écrit à partir de réflexions faites avec ses camarades de captivité sur la théorisation, si vous voulez, de ce qu'on a appelé la Révolution nationale à l'époque, fidèle au maréchal Pétain. Et ce livre qu'il a écrit, il l'a envoyé. Alors quand il a été préfacé, oui, c'est moi, j'ai l'exemplaire, si vous voulez, j'ai la lettre. C'est une lettre du maréchal Pétain qui le remercie de lui avoir envoyé ce livre. Voilà. Non, il a publié. On a publié pour lui, parce qu'en 42-43, il envoyait des manuscrits quand même. Et en 43, ont été publiés des extraits de son journal de captivité. Et on a trouvé là-dedans 3 ou 4 phrases
qui aujourd'hui n'inquiète plus personne. La meilleure preuve, c'est qu'il a republié ce livre en 1980, dans les années 80. Hein. Donc, vous voyez, une quarantaine d'années après, on n'en a pas parlé. C'est complètement oublié. Et il a pu, Jean-Paul Guiton, justement, Jean Guiton, après-guerre, a pu quand même accéder à la Sorbonne. Hein. Alors, il était professeur de philo en province, à Dijon, précisément, et en 54, je crois, 54, 55, il s'est présenté. Vous savez comment ça se passait à l'époque. C'était beaucoup plus, marqué que par des étapes. Élection, c'est une nomination par le ministre, si vous voulez, mais qui résulte d'un choix fait par les professeurs. Et les professeurs de la Sorbonne, notamment les philosophes, tous marxistes, ne voulaient pas de Guiton. Alors par contre, l'Assemblée des professeurs, toutes les disciplines, ils étaient à l'époque, ils n'étaient pas très très nombreux, mais enfin une centaine sans doute, et ils se sont réunis. Il y avait 4 ou 5 candidats, mais enfin, il y en avait 3 qui émergeaient, et 2 qui étaient marxistes, tout à fait à l'opposé de Guiton, et Guiton. Et au 3e tour, à la majorité relative, puisque les deux, aucun des deux ne s'est désisté, il l'a emporté à 1 voix près. Ça a suscité de l'émotion à l'époque, parce que le ministre a mis quand même plusieurs mois à signer le... Bon. 1 an après, il fait son premier cours quelques temps après, il fait son premier cours à la Sorbonne. L'amphi était plein. À l'époque, il y avait les étudiants de la Sorbonne étaient plutôt communistes. Hein, l'amphi était plein d'étudiants communistes qui l'ont empêché de parler pendant 1 heure. Il est resté à sa place, lui. Alors, il marmonnait pour faire croire qu'il parlait. Et il récitait son chapelet, etc. Bon, et tous ces étudiants sont sortis. Et pourquoi est-ce qu'ils sont sortis à -5, si vous voulez? Parce qu'ils sont allés symboliquement déposer une gerbe au monument aux morts dans la cour de la Sorbonne. Et il a pu parler 5 minutes. Donc, il a tenu bon. Bon, je rappelle... Ça fait partie des épisodes, en tout cas, qui l'ont beaucoup marqué. Ah, bien sûr que ça l'a marqué. Et alors, si vous voulez, puisque j'ai le privilège d'avoir sa maison dans la Creuse, où il a construit une chapelle. Et il disait volontiers, à la fin de sa vie, avec les pierres qu'on m'achetait à la Sorbonne, j'ai construit cette chapelle. Belle image. Jean-Paul Guiton, si on doit le situer son apport intellectuel, parce qu'il a aussi été présent au Concile Vatican II. Alors oui, il a été présent au Concile Vatican II parce qu'il connaissait les papes. Je le dis un peu dans mon livre, il connaissait beaucoup de gens haut placés. Mais enfin, alors il connaissait en particulier Jean XXIII, qu'il avait connu à Paris quand il était nonce. Et c'est Jean XXIII qui l'a fait venir au Concile dès la première session, où il était le seul laïc catholique. Et à la 2e session, Paul VI, ça tombe très bien, il connaissait Paul VI depuis 1950, car Paul VI l'avait défendu devant le Saint-Office. Il était à l'époque menacé, en 50, hein, il était menacé de ce qu'on appelait l'index pour son livre sur la Vierge Marie. Bon. Et Paul VI, je vais dire non. Bon. Montini, cardinal Montini. Et donc Montini, alors, bien sûr, l'a laissé, il l'a fait parler au concile en décembre 63. Alors, est-ce qu'on a, Jean-Paul Guiton, des éléments nouveaux là-dessus, sur le regard que Jean Guiton a pu porter sur cette période de l'histoire? Alors, je ne sais pas ce que j'ai envie de vous lire, parce qu'il était très habile pour faire presque des pirouettes. Hein. Quand on l'interrogeait, savoir s'il était plus traditionnaliste que progressiste, il avait répondu la chose suivante: l'Église est à la fois achevée et inachevée. Elle est identique à elle-même. Je suis tout à fait contre ceux qui considèrent que le dernier concile a rejeté 2000 ans d'histoire. Par conséquent, je suis traditionnaliste. Mais d'un autre côté, l'Église n'est pas complètement arrivée à la plénitude. Elle a encore beaucoup de progrès à faire. En ce sens, je suis progressiste. Voilà. Donc la volonté de réconcilier. Et alors, il s'intéressait notamment à l'œcuménisme depuis presque son enfance. Il avait compris dès son enfance, parce que ses parents avaient des rencontres, on ne disait pas œcuméniques, mais enfin interconfessionnelles à l'époque, entre catholiques et protestants, avec l'aumônier du lycée de Saint-Étienne, parce qu'il a été élevé au lycée, et non pas chez les jésuites, comme il était de tradition dans la famille.
Donc il avait pris conscience très, très jeune qu'il y avait des difficultés, qu'il fallait s'unir. Et puis il s'est retrouvé en 1920-21 à l'école normale, dont l'aumônier était le père Portal, qui était un lazariste, mais qui participait à ce qu'on a appelé les conversations de Malines, c'est-à-dire des conversations entre le cardinal Mercier, l'archevêque de Malines, et Lord Halifax, l'Anglicon. Et jeune, il avait porté la serviette, je pense, du père Portal à ces réunions. Donc, vous voyez... Donc, il a été l'un des pionniers de l'écuménisme. Oui, du rapprochement des... Oui. Et ça, c'est un point important. Le concile œcuménique, bon, il n'a pas fait que ça, hein, mais bien sûr que c'était son souhait depuis pas mal d'années. A-t-il réfléchi, mais ça on le sait, mais a-t-il écrit de ce que vous avez pu retrouver sur la crise qui a suivi le concile, en particulier dans l'Église en France? Alors là, je l'évoque aussi un peu dans le livre. Il a participé à la fois de bonne grâce et un peu contre lui à l'affaire de Saint-Nicolas du Chardonnay et 10 ans après le schisme de Monseigneur Lefebvre. Parce qu'il a tenté dans ces deux affaires, à la demande pour Paris, l'occupation de Saint-Nicolas, c'est le tribunal qui l'a chargé d'une médiation qui n'a pas abouti. Et puis 10 ans après, c'est le pape, je crois, qui lui avait demandé. Donc ça a duré pendant plusieurs mois, voire 2 ans, des contacts avec Monseigneur Lefebvre. Et il espérait bien, aboutir au rapprochement. Et vous savez, comme moi, que malheureusement, ça n'a pas été le cas. Comment ça a été vécu dans la famille, dans votre famille, hein, Jean-Paul Guiton? Comment, non pas cette histoire-là, mais l'itinéraire de Jean Guiton en soi, l'itinéraire intellectuel, si on devait le situer, par exemple, aujourd'hui, on dirait qu'il est entre quoi? Entre Mauriac et je ne sais pas, et Bernanos. Comment peut-on le situer? Il est lui-même, si vous voulez, c'est très difficile de le situer, parce que... Est-ce qu'il a été beaucoup médiatisé à une certaine période? Oh ben oui, dans la dernière période de sa vie, oui, bien sûr. D'abord, il a écrit très longtemps dans beaucoup de journaux, mais en particulier dans le Figaro. Il faisait une chronique tous les 15 jours. Bien sûr. Et puis à la télévision, là, il était très à l'affût des moyens justement de paraître et de se faire connaître son œuvre. Il disait, par exemple, quand j'écris un livre, bon, il est tiré à quelques milliers d'exemplaires, peut-être, si j'ai de la chance, à part Dieu et la science. Quand j'écris un article, bon, ça va être quelques dizaines de milliers de lecteurs. Quand je fais une émission de radio, c'est quelques centaines de milliers, mais si je passe à la télévision, ça va être des millions de gens qui me verront. Surtout à l'époque. Donc il était très intéressé par... Ah oui. Il avait conscience en fait de l'importance des médias. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a dans... Alors, tout à fait. Je peux d'ailleurs une anecdote, c'est qu'il avait tellement conscience des médias qu'il est mort à 17h30, sachant que ce serait annoncé à 20h, le journal de 20h. Il avait calculé ça. Est-ce possible? Il y a des coïncidences, il y a des coïncidences, mais... Alors, justement, Jean-Paul Guiton, il y a une grosse actualité en ce moment qui est celle de la fin de vie. Oui. Il a des éléments à nous faire partager là-dessus? C'est-à-dire, j'ai retrouvé des choses. Bien sûr, c'est une question qui l'intéressait, comme il était intéressé par beaucoup de choses, tout l'intéressait. Et alors, j'ai retrouvé, c'est dans un de ses livres, un de ses derniers livres d'ailleurs, qui est un livre d'entretien avec Jean Guiton, Une recherche de Dieu, avec une journaliste italienne, Francesca Pini, qui est paru en 95, je crois. Et alors, ils abordent la question de l'euthanasie. Allez, un petit passage, pas trop long, mais allez-y. Voilà, pas trop long. Mais pratiquer l'euthanasie, n'est-ce pas donner au malade la mort qu'il demande, dit la journaliste. Réponse. Il s'agit de savoir si on peut lui donner un remède, une espèce de soporifique qui ait des chances de le faire mourir plus vite. Je crois que si j'étais confronté à un très grand malade atteint d'une maladie mortelle, je lui donnerais un remède qui pourrait le faire mourir. Ah, donc il s'était prononcé lui-même personnellement? Plutôt en faveur de l'euthanasie. Moi, vous savez, ça fait bientôt 30 ans, quand j'ai lu ça, à l'époque, il faut se replacer à l'époque, j'étais un petit peu surpris. On en parlait très peu. On en parlait un peu, mais pas comme ça. Ça, si vous voulez, il a défini là la loi Claes-Leonetti. Il le redit, parce qu'elle
elle le fait. Qu'est-ce que veut dire faciliter la mort? Une substance qui assoupit et finalement fait périr. C'est ça. Lui, il était pour cette option-là, c'est-à-dire la sédation profonde. Mais il dit très bien dans une phrase, je ne l'ai pas lue, mais je crois qu'on peut lui donner à condition que ce remède ne le tue pas. Oui, on lui donne la mort, mais sans le tuer. C'est subtil. Il était sur le fil, hein, c'est pour ça il y en a 2 pages. Donc il a pensé... je crois, il avait 95 ans, personnellement, l'ayant un peu connu, je pense qu'il avait pour lui-même peur de souffrir. Il ne souhaitait pas souffrir. Mais par ailleurs, compte tenu de personnes qui s'occupaient de lui, dont il se méfiait un peu, il avait peur d'être empoisonné, donc il refusait de boire, si vous voulez. Vous avez lu toute son œuvre, Jean-Paul Guiton? Bien sûr que non. Écoutez, il a écrit les œuvres complètes. Il y a 6 volumes de 1000 pages à peu près. Il y a 6000 pages. Et tout ce qui n'est pas dans les œuvres complètes. Et donc, il a sûrement écrit de l'ordre de 10 000 pages, sans compter tous les articles. Donc, il y a encore beaucoup de choses à exhumer. Non, je ne prétends pas. Notamment les ouvrages de pure philosophie, je ne les ai pas lus. Mais le problème de Jésus, par exemple, qu'il écrit en 46, qu'est-ce que c'est le problème de Jésus pour Jean Guiton? Alors, le problème... c'est un mot qu'il utilisait volontiers. Alors, faut le voir dans quel sens il l'utilise. C'est le problème. Est-ce que cela a valu quelques... Il dit les problèmes logiques relèvent de la zone extérieure, celle des questions et des hypothèses. Pourquoi, quand, comment. Le problème de Jésus, c'est ça. C'est le problème de l'historicité de Jésus. Que repose Michel Onfray. Michel Onfray et d'autres. Mais... c'est ça, il y a des gens qui disent Jésus n'a pas existé, le christianisme, c'est Saint Paul qui l'a inventé, en gros. Et donc, il a passé une partie de sa vie à débattre là-dessus. Alors, justement, j'en parle parce que ça, c'est toujours actuel. Oui, qui est le problème de Jésus dès les années 30. Il a fait une version grand public en 56, par là, qui s'appelle Jésus, suivi du livre sur l'Église et l'Évangile. Et puis, oui, bien sûr, c'est toujours actuel, mais c'est... bien sûr, non, pas forcément, parce que la question de l'historicité de Jésus ne se posait pas forcément. Elle est revenue à la faveur. Il y a des modes aussi. Il y a des modes. Et puis, donc aujourd'hui, on peut dire que la réflexion de Jean Guiton se retrouve une certaine actualité de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, et lui donne raison, si vous voulez, parce que Michel Onfray, j'ai bien beaucoup de considération pour lui, mais je crois qu'il y a des points sur lesquels il se trompe lourdement. La rigueur historique n'est pas forcément son fort. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler bientôt de cette question de l'historicité de Jésus à travers des réflexions qui sont publiées en ce moment. Jean-Paul Guiton, donc j'essaie de voir un peu dans ces 10 000 pages de l'œuvre de Jean Guiton, vous, ce qui vous a ému le plus, ce qui aujourd'hui touche le plus le cœur des gens, qu'est-ce que l'on pourrait recommander? Vous voyez, je parlais de Bernanos et de Mauriac qui restent connus quand même à travers des œuvres fortes. Des œuvres fortes, mais qui sont des œuvres romanesques. Mon oncle aurait pu être... il n'a pas écrit de roman. Non, il a écrit quelques récits, mais il avait choisi. Et d'ailleurs, j'ai lu l'autre jour quelqu'un qui disait s'il n'avait pas choisi de se cantonner à la philosophie et à la critique religieuse, il aurait été parmi les plus grands auteurs du XXe siècle. Et il écrivait, c'est un écrivain remarquable. On peut prendre n'importe quel de ses livres, ils se lisent. Il a un style très limpide. Alors ça aussi, il faut le dire, parce que ce n'est pas forcément très connu. Si on veut lire quelques-uns de ces livres qui resteront, je pense, et qu'on peut recommander, il y a le fameux Portrait de Monsieur Pouget, qui est un de ses premiers livres, qui est original et qui restera. Il y a le Portrait de sa mère, Une mère dans sa vallée, et puis il y a Jésus, sûrement, la version grand public, très lisible. Et puis il y a d'autres livres. Alors, il y a un dernier livre que je recommande aussi parce qu'il est court et il est facile à lire, c'est L'absurde et le mystère. Parce que ça résume un peu aussi son parcours. Vous savez que c'est à la suite d'une conversation avec François Mitterrand Mitterrand lui aurait dit résumez-moi votre philosophie en 5 minutes. Ah oui, monsieur le président, je peux pas. Enfin, il lui a posé la même question que celle que je vous pose. Et alors, il s'en est tiré très bien, très, très habilement, en disant écoutez, il y a 2 façons de voir la vie. Il y a celle de Sartre, qui considère que le monde est absurde. Mais tout est absurde. Et moi, je choisis le mystère. Parce que l'absurdité de l'absurde me conduit au mystère. Je crois qu'il y a tout un... Alors, dans ce livre... Et ça, c'est toujours pertinent, bien sûr. Jean-Paul Guiton. Et dans l'absurde et le mystère, il dit ceci. Il a traité
toute sa vie des problèmes, vous voyez, les plus difficiles de la métaphysique, l'existence de Dieu, le temps et l'éternité. Et puis les mystères les plus impénétrables et les moins explorés de la foi chrétienne, la résurrection de la chair et l'Eucharistie. Donc vous voyez, on peut toujours trouver dans Guiton des questions, parce qu'il a traité de questions qui sont, je ne veux pas dire éternelles, mais presque. Inaltérables. Inaltérables. Jean-Paul Guiton, est-ce un écrivain régionaliste? Non. La Creuse honore Non. Jean Guiton. Oui, elle honore Jean Guiton, pas toujours bien, parce qu'il était pour la Creuse. Il faut se mettre dans le climat de la Creuse que j'habite maintenant. La Creuse, elle est encore très radicale, anticléricale. Donc Guiton, il est trop catholique et trop à droite. Et donc, il est reconnu, oui, mais pas. Par exemple, on n'a pas. Il y a 22 collèges et je ne sais pas combien de lycées, 5 ou 6 lycées dans la Creuse. Il n'y en a aucun qui a reçu le nom de Jean Guiton. Alors que c'était facile, si vous voulez. Oui, vu le nombre d'habitants dans la Creuse. Son nom a été proposé, mais oui. Il a été écarté. Il y a quelques écrivains connus de la Creuse, mais... Le dernier collège qui n'avait pas de nom, oui. Et moi je suis intervenu à ce moment-là, mais on m'a dit non, ça y est, c'est réglé. Et comment ils l'ont appelé? Simone Veil. Laquelle? La Creusoise, sans doute. On laissera planer le mystère. On laisse planer le mystère, mais c'était en 2017. Il y a une forme d'injustice quand même. On n'a pas besoin de mettre Simone Veil dans la Creuse. Donc il y a un travail encore de pédagogie, d'explication. Oui. C'est ce que vous avez entrepris de faire à travers... Un petit peu, je le fais modestement. Non, mais à travers ce titre, qui est beau d'ailleurs, hein, Ma prière, c'est la pensée. Circonstances pour un portrait familial de Jean Guiton, mort le 21 mars 99. C'était une manière aujourd'hui d'initier le public qui ne le connaît peut-être pas à aller le découvrir à travers ce que vous nous avez dit, Jean-Paul Guiton, en particulier sur Jésus, sa réflexion sur Jésus, puis ses réflexions sur les questions métaphysiques de notre temps qui sont toujours valables. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous souhaite... vous allez un petit peu en parler comme ça dans les établissements scolaires aussi? Alors, quand on me demande, oui, effectivement, je suis allé à la faculté, à l'Université catholique de l'Ouest, et puis quelquefois dans des réunions plus intimes. Merci. Je rappelle que vous avez fait une carrière dans les sciences essentiellement. Hein. Oui, technique. Si et que vous représentez aussi cette famille de Jean Guiton qui a aussi un devoir de mémoire à sa manière. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.